Donc après avoir vu le compte frais d'établissement, je vais voir le compte 200. Bon, avec voilà un exemple, hein, un exemple voilà, que je vais établir dans un petit instant. Bon, je vous rappelle que une société, quand elle s'installe, on ne parle pas d'installation de société, on parle d'établissement d'une société, elle s'établit. C'est pour ça que je ne parle pas de frais d'installation, mais frais d'établissement. Et avant de commencer commencer à produire quoi que ce soit, comme production, hein, ou de vente de quoi que ce soit, peu importe si elle fait de la production, de la vente, ou voilà, on va dire, ou les deux, peu importe, on s'en fout. Voilà. Ben, une entreprise doit supporter, comme j'ai dit, des frais à fond perdu. Voilà. Ce sont voilà, des frais, par exemple, pour la constitution de la société, on peut faire une étude de marché de départ. Des études de marché, il y en aura toujours, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, mais au départ, on peut faire une étude de marché pour lancer son entreprise au départ et mettre ça, les études de marché de départ, les mettre dans les frais d'établissement. Et toutes ces dépenses-là, ben, ça s'appelle justement des frais qu'on établit au départ, c'est-à-dire des frais d'établissement. Donc, comme tout ce qui est initial, de départ, mais ce sont on va dire des frais qui sont généralement engagés en une fois, au cours d'un exercice. Voilà, une fois au cours d'un exercice. Bon, ben, on peut toujours se dire que pourquoi on ne les place pas dans les charges exceptionnelles. Mais non, en fait, c'est comme ça. Bon, euh, euh, le but de ces dépenses étant, on va dire, le principal but étant le lancement ou un nouvel essor hein, de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, ça va ramener une augmentation de capital. Donc, il serait logique de penser de les faire supporter par le seul exercice au cours duquel elles ont été engagées. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, on peut se dire que, en vérité, en réalité, on peut se dire que il s'agit d'un investissement, c'est-à-dire d'un emploi destiné à assurer la production, ce que la loi, bien sûr, admet. Il y a la législation qui est pas loin, la loi admet ça, c'est pas un problème. En permettant bien sûr de ranger les frais d'établissement parmi les actifs immobilisés. Et effectivement, c'est un AI. AI, c'est pas intelligence, voilà, c'est pas IA, hein, c'est pas intelligence artificielle, c'est AI, c'est actifs immobilisés. Donc on va les mettre parmi les actifs immobilisés, c'est-à-dire les AI. Alors qu'on peut amortir sur plusieurs années, parce qu'on peut amortir bien sûr comment on appelle ça, les immobilisations corporelles, incorporelles, mais les frais d'établissement, on peut les amortir aussi. Voilà. Et faire passer, bien sûr, dès le moment où il y a amortissement, ben, on fait passer voilà, euh, ces différents amortissements sur différentes années. C'est-à-dire que ça va faire subir sur différents exercices. Hein. Voilà. Les frais d'établissement constituent, on va dire, ce qu'on appelle, bon, on va pas parler de boulet parce que, bon, il faut bien que la société se constitue, ben, plutôt de fonds perdus, des frais à fonds perdus, ben, qu'on va appeler aussi, qui constituent aussi des actifs fictifs. Hein. Voilà. C'est-à-dire, quand j'appelle actif fictif, c'est sans valeur réelle. Bien sûr, sans valeur réelle, mais qui devra être pris progressivement en charge par le compte de résultat, notamment par les amortissements. Les amortissements. Si amortissement il y a sur plusieurs années, voilà, si vous faites des amortissements sur plusieurs années, des frais d'établissement, bien sûr. Hein. Bien sûr, il y aura la dotation en fin d'année à écrire dotation aux amortissements sur frais d'établissement. Chaque année, il faudra faire les écritures. Voilà. Et, et prendre en charge le compte de correction d'amortissement annuellement. Donc on peut, si vous voulez, faire un amortissement sur les frais d'établissement, sans aucun problème. Donc ce sont tous des frais qui interviennent, on va dire, lors de tous les frais de constitution de dossier, on va dire tout ce qui est, comment on appelle ça, de départ. Tout ce qui est au départ. On va dire c'est des conditions initiales, je veux dire des frais de conditions initiales de départ à l'ouverture de la société, ou si vous voulez, si la société reprend un nouvel essor. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais voir le compte de... Ah oui, ce que je voulais vous montrer, je voulais montrer des petites choses ici, avant de commencer quoi que ce soit, sur le compte 200. Bah, ici, vous voyez, il y a frais d'établissement,
200, frais de constitution d'augmentation de capital. C'est le 200. Je vais voir le 200 là avec un exemple dans un petit instant. Voilà. Alors, il y a 201 frais d'émission d'emprunt. J'avais déjà expliqué un petit peu les frais d'émission d'emprunt. Voilà. 202 autres frais d'établissement. 203. Bon, moi, j'ai tout ce qu'il faut ici. Parce que j'ai, comment on appelle ça, le 204, c'est frais de restructuration. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, moi, j'ai un plan comptable minimum normalisé. Bon, que j'ai tiré sur Internet, bien sûr. Bon, le problème, c'est que c'est un vieux. C'est un vieux, puisque je vois que la date de ce plan comptable minimum normalisé date de 2002. Ben, peu importe, je peux travailler dessus. Bon, alors, je vais aller voir dans la classe 2, frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an. On va voir ça tout de suite. Alors, classe 2, je vais le chercher. Ce qui m'intéresse, c'est juste le 20. Dans la classe 2, c'est le 20, parce qu'il y a 21, 22, 23, 24. Attends, 21, 22, c'est 23, 24. Alors, ça va, il y a 25, 26, 27, 28. Voilà, 29, 29. Après 29, 29, on passe au 30. Mais 30, c'est la classe 3. C'est la classe 3. Bon, le 3, c'est la classe 3, c'est l'approvisionnement. Voilà. La classe 30, c'est l'approvisionnement matière première. Voilà, 30. Mais la classe 3, c'est stock et commande en cours d'exécution. Voilà, c'est la classe suivante. Et la classe 2, c'est frais d'établissement, actifs immobilisés, AI, actifs immobilisés, et créances à plus d'un an. Créances à plus d'un an. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai dans ce compte, enfin, dans ce plan comptable minimum normalisé, en classe 2, donc frais d'établissement 20, et puis les sous-rubriques de 20, c'est 200, 2000, 2009, 201, 2010, 2019, 2202, 2020, 2029, 203, 200, 2030, 2039, 204, 2040 et 2049. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, c'est-à-dire 200, c'est frais de constitution et d'augmentation de capital. 2000, frais de constitution d'augmentation de capital. 2009, amortissement sur frais de constitution d'augmentation et d'augmentation de capital. 201, frais d'émission d'emprunt et primes de remboursement. 2010, agio sur emprunt et frais d'émission d'emprunt. 2019, amortissement sur agio sur emprunt et frais d'émission d'emprunt. 202, autres frais d'établissement. 2020, autres frais d'établissement. 2029, amortissement sur autres frais d'établissement. 203, intérêt intercalaire. 2030, intérêt intercalaire. 2039, amortissement sur intérêt intercalaire. 204, frais de restructuration. 2040, coût des frais de restructuration. À 2049, amortissement sur les frais de restructuration. Et donc, moi, j'ai cité ici les sous-comptes de 20, bon, que je possède ici en ma possession, enfin, que je possède ici. Mais simplement, ça date de 2002. Voilà, c'est tiré des documents qui proviennent de l'année 2002. Bon, je veux dire, bon, je peux travailler sur ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je veux dire, je peux travailler sur ce document-là. Maintenant, je dois me mettre à jour. C'est vrai que je dois voir. Voilà. Je possède pas le plan comptable minimum normalisé de 2024. Donc, bon, j'essaie de travailler avec des plans comptables que je trouve à droite à gauche sur Internet, voir mon document que j'ai ici. Voilà. Et j'essaie de formaliser ce que je peux avec. Bon, je n'ai pas de plan de comptable actualisé. On va dire ça comme ça. Mais je peux travailler avec des anciens, c'est pas un problème. Voilà. Alors ici, le compte. Voilà, ici, ici c'est le 201 frais d'établissement. Les comptes 201 frais d'établissement dans le plan comptable général concernent les dépenses engagées par une entreprise lors de sa création ou lors d'une augmentation de capital. Vous voyez que c'est lors de sa création, mais pas que. Hein. Pas que. C'est lors d'une augmentation de capital. Aussi. Voilà, c'est pas que lors d'une création. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, bon, augmentation de capital, un nouvel essor de l'entreprise. Voilà, un nouvel essor. Augmentation de capital, c'est un nouvel essor de l'entreprise. Donc c'est pas forcément, je veux dire, lors d'une création, ben, généralement on retrouve ça quand on a une création d'entreprise. C'est un passage obligatoire lors de la création d'entreprise. C'est pour ça que j'avais expliqué beaucoup pour la création d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on peut le retrouver pour un essor de, voilà, de capital, c'est-à-dire un essor, un nouvel essor de l'entreprise, c'est-à-dire une augmentation de capital. Donc l'entreprise est déjà existante, mais on a une augmentation de capital on redéfinit voilà, des nouveaux capitaux qui arrivent dans l'entreprise. Ben, on peut remettre ça dans les frais d'établissement. Alors, ces frais peuvent inclure des coûts administratifs, juridiques, de conseil,
d'enregistrement et tous les autres coûts initiaux nécessaires pour établir l'entreprise ou pour mener à bien une augmentation de capital. Voici une description plus approfondie des implications fiscales et des exemples pratiques liés à l'utilisation. Alors, description du compte. Les frais d'établissement engloberont différents types de dépenses, frais de constitution, coûts liés à la création de l'entreprise tels que les honoraires d'avocat, les frais de notaire éventuels, les coûts d'enregistrement légaux, voilà, et les dépenses pour la rédaction des statuts. Donc tout ça, il faut payer tout ça. Hein. Voilà, il faut payer l'avocat, il faut payer le notaire, il faut payer voilà, la rédaction des statuts au niveau du tribunal de commerce. Les frais d'augmentation de capital, dépenses engagées pour augmenter le capital de l'entreprise, incluant les coûts d'émission de nouveaux titres, les commissions bancaires et les honoraires des conseils. Frais de premier établissement, coûts initiaux pour établir l'entreprise dans ses locaux, y compris les rénovations mineures, l'installation du système informatique initiaux et les frais de lancement de l'activité. Alors, compte fréquenté et lié. Compte 20, immobilisation incorporelle. Compte 68, dotations, amortissements, dépréciation et provisions. Et compte 72, production immobilisée. Et là, vous avez pourquoi voilà, les frais d'établissement sont une forme d'immobilisation incorporelle et sont traités comptablement de manière similaire en termes d'amortissement. Alors, compte 68 pour enregistrer l'amortissement annuel des frais d'établissement. Alors, annuel, hein, c'est en fin d'année. Ça, on enregistre dans le compte. Voilà, c'est un compte de charges, dotation aux amortissements, dépréciation et provisions. Voilà, c'est un compte de charges. Et 72, c'est un compte de produit. Voilà, ce sont des comptes des résultats. 68 et 72 sont des comptes des résultats. Production immobilisée, dans certains cas, si l'entreprise produit des actifs destinés à son propre usage, comme des logiciels développés en interne, cela peut être lié aux frais d'établissement. Alors, il y a des applications fiscales au niveau des amortissements. Voilà, par exemple pratique, création d'une entreprise. Un entrepreneur engage des frais juridiques et administratifs pour enregistrer sa nouvelle entreprise, rédiger les statuts et effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes. Augmentation de capital. Une société existante engage des frais pour réaliser une augmentation de capital, incluant les honoraires de conseil financier, les frais de publication légale et les coûts d'émission de nouveaux titres. Bon, installation dans de nouveaux locaux, les coûts initiaux liés à l'aménagement de bureaux, à l'installation de l'équipement informatique et à la mise en place des premiers systèmes de gestion sont enregistrés comme frais d'établissement. Voilà. Donc on a les frais de premier établissement, frais de constitution. Bon, je vais faire un exemple. Je vais vous mettre un exemple. Mais avant toute chose, donc ça j'ai montré, 20. Alors ici, je donne des trucs intéressants aussi. Vous avez dans PCMN ici, cncbn.be. Bon, ici il y a des explications, notamment frais de. Ici, vous explique frais de restructuration, traitement dans les comptes annuels, voilà, traitement comptable de l'émission d'un emprunt obligataire, je m'excuse, obligataire. Et là, vous cliquez dedans, c'est un lien, hein. Je vous rappelle que c'est un lien, on peut cliquer dessus, et vous lisez. Alors ici, vous avez des subsides des pouvoirs publics, méthode d'amortissement, ça peut être utile aussi si vous voulez faire un amortissement, par exemple, sur des immobilisations corporelles ou incorporelles, voire des frais d'établissement, pourquoi pas, il faut aller lire là-bas. Voilà, questions et réponses relatives au bilan social, bon, les logiciels, prix d'apport, bon, c'est tout. Je mettrai ça en lien, parce que c'est toujours intéressant. Alors ici, vous avez l'application de l'article 40 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 sur les comptes annuels et des entreprises. Et alors, voilà ici, droit réel sur bien immeuble, usufruit, droit de superficie, droit d'amphithéose, servitude. Ben, tout ça, c'est très intéressant à lire. Très intéressant à lire. Donc, c'est pour ça que, bon, je vais mettre ce lien-là et il suffit de cliquer sur les liens qui vous intéressent. Et vous allez lire, voilà ici, importation, droit de douane et TVA avec report de paiement, voilà, comptabilisation et valorisation des stocks. Donc, ouais, ça vous aide dans beaucoup de choses. Hein. Je mettrai, voilà, ici vous explique les impôts, tralala, tralala, bon, c'est immense, hein, je veux dire, c'est immense. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est un métier de faire tout ça. Hein. C'est un métier en soi.
C'est un métier en soi. Bon, donc, dans ce métier, il y a beaucoup de choses. Voilà, déduction pour revenus d'innovation. Il y a le point de vue normal et le point de vue fiscal. Et là, vous avez sous-section règles particulières aux frais d'établissement. Alors, on peut trouver des éléments qui vous intéressent. Hein. Et je pourrais continuer, voilà. Il y a beaucoup de choses intéressantes voilà, qui sont sujet à être lues par celui qui apprend le métier ou qui peut être du métier et qui a des choses qu'il ne connaît pas. S'il y a des choses qu'il ne connaît pas, il peut pas les lire. Voilà. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais faire un exemple. Alors, pour l'exemple, je vais partir de la constitution d'une société anonyme. Donc, je vais m'intéresser à la constitution d'une société anonyme, c'est-à-dire une société par action. Société anonyme, voilà, société anonyme. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme frais? C'est surtout ça qu'il faut savoir. Ben, supposons que je dois payer un avocat. Ben, il y a les honoraires d'avocat. Alors, les honoraires d'avocat sont en fonction de ses honoraires à lui. Ouais, un avocat n'est pas l'autre. Hein. Je veux dire, il y a des avocats qui coûtent plus cher que d'autres. Ben, vous êtes tenu, quand vous êtes chez un avocat, vous êtes tenu à ses honoraires. C'est-à-dire, si vous dites c'est autant, c'est autant. Ben, il n'y a pas de rabais, il n'y a pas, c'est pas plus, il n'y a pas de rabais à faire. Mais ça vous coûte cher, tant pis, c'est cher, c'est comme ça. Il faudra supporter ces frais-là. Ben, tous ceux qui ont eu, voilà, une affaire de justice, ben, étaient à voir un avocat. Maintenant, il y en a qui vont chercher des avocats prodéo. Bon, je ne vais pas discuter sur les avocats prodéo, mais il y a des honoraires à payer aux avocats. Mais généralement, si on veut un bon avocat et bon, avoir gain de cause, ben, je veux dire, pour ça, il faut payer le prix. Et généralement, vous allez chez un bon avocat, mais le bon avocat, lui, il a ses honoraires. Voilà. Toute personne qui a des problèmes voilà, de justice, voilà, peu importe le problème de justice qu'il a, bon, s'il veut avoir gain de cause ou se tirer d'affaire, bon, c'est de payer un avocat. Et les avocats, on ne va pas chercher un avocat qui va vouloir vous entasser, voilà, ou qui va faire mal les choses. On cherche un avocat qui va vous tirer d'affaire. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, on va chercher un bon avocat. Un bon avocat, bah, il va vous dicter ses honoraires. C'est ça, c'est rien d'autre. Voilà. Donc, vous êtes ici, quand il vous dira, par exemple, c'est autant, ben, vous devrez voilà, acquiescer le prix. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir un autre avocat. Voilà. Et maintenant, peut-être que un autre avocat vous défendra peut-être mieux ou moins bien. On va dire ça comme ça. Voilà, ben, y a des avocats qui sont reconnus, archi connus et reconnus. Et voilà, qui sont, je veux dire, voilà, certaines personnes vous disent voilà, de prendre tel avocat parce que tel avocat, bon, il est bon dans les affaires voilà, de droits commerciaux, ben, il est bon. Et donc on va plutôt le présenter comme un bon avocat. Et donc les gens vont aller chez lui, mais ils paieront le prix fort. Voilà, le prix fort. Bon. Donc, je prends en compte que il y a les honoraires d'avocat. Je mettrai les montants après. Hein. Bon, je mettrai quelques montants après. En unité monétaire, encore une fois. Voilà, les honoraires d'avocat. Je peux dire, par exemple, que la société vient de se constituer. Donc, qu'est-ce qu'il faut payer? Il faut payer des droits d'enregistrement. Voilà. Donc il y aura des droits d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Ben, quand vous constituez une société, il faut payer voilà, les publications, la publication qui pourront être vues par tout le monde dans les annexes du, comment on appelle ça,
du moniteur, voilà, du moniteur belge. Donc ici, on aura la publication des statuts de l'entreprise, bien sûr, des statuts de l'entreprise. Voilà, qui fait, voilà, les différents statuts de l'entreprise, qui est le gérant, voilà, qui sont les partenaires dans la société, qui fait quoi, voilà, etc., etc. L'administrateur gérant, qui est l'administrateur gérant, qui est le gérant. Enfin, on va établir les statuts, les rôles, etc. Et il faudra publier donc ces statuts, bien sûr, à l'annexe, aux annexes du moniteur belge. Alors on pourra aller voir, consulter à n'importe quel moment, dès le moment où il y aura la publication, voilà, de comment est fondée la société, et tout le monde pourra consulter ça, sans aucun problème. Voilà, le moniteur belge est consultable par n'importe qui. Hein. Bon, voilà. Ensuite, bon, comme c'est une société anonyme, société par action avec des actionnaires, ben, bien sûr, vous aurez compris qu'il faudra faire l'impression des actions. Bon, les actionnaires, voilà. Alors, il peut avoir une augmentation de capital en cours de... Je m'excuse. Une augmentation de capital en cours de voilà d'existence de la société, mais ça, bon, c'est pas le cas ici. Ici, je fais que la société commence à naître. Elle naît. Elle naît. Ouais, elle naît, voilà, avec des conditions de départ. Des conditions de départ. Les conditions de départ, c'est tout ce qui est publié dans les statuts de l'annexe à l'annexe du moniteur belge, ben, on aura toutes les conditions de départ qui sont là. Et bien sûr, avec des impressions d'action qui valent avec une valeur nominale de départ. Alors, des frais semblables, bon, résultent de toute augmentation de capital. Et comme pour la Constitution, ils sont portés au compte 200. Donc, des frais semblables résultent de toute augmentation de capital. Et comme pour la Constitution, ben, sont portés au débit du compte 200. Alors, je vais considérer maintenant, je vais mettre les noms maintenant, le frais de constitution de la SA. Supposons que je vais mettre... bon, je paye un notaire. Hein. Je paye le notaire. Bon, ici, je peux aller voir un notaire pour la publication des statuts et les droits d'enregistrement. Bon, ces deux-ci, je peux aller voir le notaire. Bon, je vais effacer ça. Un petit instant. Voilà. Donc celui-là. Je vais payer le notaire. Donc j'aurai le... bon, encore une fois, le notaire, bon, il va fixer des montants à payer. Il va regarder, bon, comment former voilà, les montants à payer, les honoraires du notaire. Et c'est pas donné non plus, je vous le dis tout de suite. Ni les avocats, ni les notaires, c'est... Bon, quand là-bas, vous commencez à payer, ben c'est des sommes colossales. Hein. C'est des sommes colossales qu'il faut payer. Ben, on peut... Voilà, ça va de 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10 000, ça dépend ce qu'on fait chez un notaire, mais chez un notaire, ça peut monter très haut. Hein. Voilà, les prix peuvent monter très haut. Ça dépend des demandes, par rapport aux habitations, etc. Le prix du notaire il peut monter très haut. Et pour certaines affaires judiciaires, les avocats, ça monte très haut aussi. Certains, bon, pour voilà, sortir de prison, remettre des montants faramineux, juste pour sortir de prison. Voilà, donc les horaires d'avocats, parfois ils sont très très élevés. Alors, c'est le prix à payer pour
pour sortir de prison, par exemple, pour les honoraires d'avocat. Le notaire, vous n'avez pas le choix. Bon, c'est lié, je veux dire, voilà, vous achetez une maison qui est chère, ben, le notaire, ça sera cher. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ici, je vais mettre pour l'impression des actions. Alors, je vais mettre l'honoraire d'avocat. Par exemple. Bon, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, je vais mettre 5000 unités monétaires. 5000 unités monétaires. L'honoraire du notaire. Je vais mettre. Quoi est-ce que je pourrais mettre? 3400 unités monétaires. Bon, ici, je vais redescendre le prix du. Bon, supposons qu'il était. Bon, je vais mettre 2000. 2000 unités monétaires. 3400 pour unité. Voilà. L'impression des actions. Je vais mettre 75 000 unités monétaires. Plus, bien sûr, ne pas oublier, je vais mettre 19% de TVA. Voilà. Voilà. On va, bon, alors, je vais mettre les frais de constitution. Voilà. Vont s'élever à combien? Donc ça, c'est la constitution de la société anonyme. Bon, le tout, c'est de savoir quels sont les comptes que je vais utiliser. Alors, bien sûr, je vais payer par la banque. Hein. Tous les paiements se feront par la banque. Donc, je vais mettre... Petit instant, je crée d'abord le compte. Donc, bordure supérieure. Bordure droite. Voilà un premier compte. Alors, je sais bien qu'il y aura bon, des impressions des actions. Vous aurez compris que je devrais payer au fournisseur. Hein. C'est le fournisseur voilà, qui me fera voilà, les impressions d'actions. Donc, il me faut un compte fournisseur. Alors, je sais bien que je vais payer par banque. Donc, il me faut un deuxième compte qui est le compte bancaire. Alors, justement, je vais faire intervenir le compte 200. Voilà, le compte 200. Je vais chercher le 200. Voilà, celui-ci. Frais de constitution et d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport. Je vais prendre celui-ci. Je vais déjà mettre celui-là. Là. Là, ici. Voilà. Je vais mettre le compte 200. Hein.
Alors 440 c'est banque. Bon, je vais faire CTRL F. Voilà, 440, normalement c'est banque. Fournisseur, c'est fournisseur, je m'excuse. Fournisseur. Fournisseur. 550, c'est banque alors. Je vais chercher 550. Ouais, ça c'est bien banque. Donc j'ai besoin de payer par banque. 550 banque. Alors bien sûr il y a une TVA hein, de 19%. Je vais refaire un compte TVA. Voilà. Qui est le compte TVA à récupérer. Bon, ça c'est dans les 400. 400. C'est la classe 4. Voilà, c'est 411. TVA récupéré. TVA récupéré. 411. Voilà, de quoi j'ai besoin. Donc j'ai bien le compte banque, je paye par la banque. Les actions, je paye à un fournisseur. Frais de constitution, c'est les honoraires d'avocat et les honoraires du notaire. TVA récupérée parce qu'il y a une TVA sur les impressions des actions. À mon avis, j'ai tout. J'ai tout. Alors, la banque, bien sûr, elle va être créditée parce que je dois payer. Je rappelle qu'ici, c'est débit crédit. La banque va être créditée de... je vais payer le montant de 75 000 plus 19% de TVA. Donc ici, je vais mettre frais d'établissement débit, crédit. Bon, il y a un montant de 75 000. Voilà. Alors, je vais calculer une TVA récupérée de 19% fois 7500, 75 000, 14 252. Vous voyez que la TVA est quand même importante sur 75 000. Voilà. Donc là, petit instant, je vais chercher ce qu'il faut. Donc, accueil des milliers et je recule de cran. Alors accueil des milliers, je recule de 2 crans. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même une grande... parce que c'est 19%. Hein. Voilà, c'est presque 20, 25 du prix. Donc on paye à l'État. Enfin, c'est une TVA à récupérer. Hein. C'est une TVA à récupérer, bien sûr. On récupère cette TVA. Donc on ne la perd pas parce que c'est le client final qui va payer cette TVA. Elle est répercutée sur le client final. TVA récupérée. Voilà. Alors, ces deux-là, c'est ce que je dois payer. Je devrais payer, ben voilà, celui-là, plus le montant là. Voilà. Et ça, c'est ce que je devrais payer par la banque. Par la banque. Bon, maintenant, donc, l'impression des actions, c'est fait. Voilà. Donc, l'impression des actions, c'est des frais de constitution, et voilà, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais payer. Oui, attention que c'est pas là, je m'excuse. Ça, c'est ce que je dois au fournisseur. Je m'excuse.
je dois ça au fournisseur. Égale ça plus ça. Alors, ça c'est ce que je devrais au fournisseur. Voilà, maintenant, je vais payer les honoraires, voilà, par banque. L'avocat me dit de payer par banque, pas de problème. Je paye par la banque. Alors, il y a 2000. Et le notaire me demande de payer par banque aussi. Donc, la banque, c'est celui-là plus celui-là. Voilà. Et voilà, et vous voyez que le compte, voilà, frais de constitution de, enfin, frais de constitution d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport, vous voyez, son solde, de combien il est. On sait le voir tout de suite. Il a un solde débiteur. Alors, fournisseur, bien sûr, c'est un compte de passif. Fournisseur, c'est un compte de passif. Voilà. Banque, c'est un compte d'actifs. Voilà, et donc, les frais de constitution, les voici. Hein. On va les mettre là, dans le compte frais d'établissement, ben, c'est frais de constitution, d'augmentation de capital, et on retrouve, voilà, les honoraires d'avocat, les honoraires de notaire, hein, qui sont payés par banque. On voit bien que... Et tout ça, c'est en unité monétaire. Et là, vous avez le montant total hein, sur le débiteur. Je vais faire dans un petit instant. Il y a juste un petit truc que je vais faire. Accueil. C'est ce compte-là qui m'intéresse, compte voilà, frais d'établissement. Et bien sûr, il y a là il est solde débiteur avec une somme à payer de enfin, la TVA elle est à récupérer, c'est pour ça que je me mets dans un compte à part. Il va, le client, enfin ici, la société va la récupérer voilà, en fin d'année. C'est pour ça que le compte TVA récupéré va être soldé en fin d'année. Et donc là, vous voyez que ouais, c'est des frais à fond perdu. 80 400. On a payé l'avocat, ben, on est obligé de passer par un avocat, c'est ça que je veux dire. C'est obligatoire. C'est parce que si vous ne passez pas par l'avocat, bon, les choses ne se feront pas, tout simplement. Et donc, il n'y aura pas d'ouverture de société, puisque vous n'êtes pas. C'est un passage obligé de passer par l'avocat, le notaire, d'office. C'est comme quand vous achetez une maison, vous passez chez un notaire. C'est comme ça. C'est un passage obligé. Et quelle est la personne qui va acheter une maison et qui ne passera pas chez le notaire? Ça n'existe pas. Oui, parce que je vous ai dit, encore une fois, l'environnement est. Il y a le point de vue législatif, je vous rappelle. Et la loi vous impose de passer chez un notaire et un avocat pour ouvrir une société. Donc, point de vue législatif, vous êtes passé, payer des frais, c'est des frais obligatoires.
Voilà, c'est des frais obligatoires. Vous ne savez pas échapper à ça. L'avocat, vous devez le payer, c'est obligatoire. Le notaire, vous devez le payer, c'est obligatoire. L'impression des actions, ouais, vous le faites voilà, pour avoir le capital. Hein, mais ça, c'est bon. Il y a une valeur nominale aux actions. Et vous faites l'impression des actions. Les actionnaires vont arriver, ils vont payer. Tous les actionnaires vont payer pour faire partie de la société. Donc, un actionnaire, la société appartient à qui? Bah, aux actionnaires. Alors, à combien de pourcents? Ben, ça dépend de la part des actions que les actionnaires ont par rapport aux 100%. Si une personne détient 50% des actions, ben, voilà, c'est un actionnaire à 50%. S'ils sont deux, 50-50, ben, il y a deux personnes, voilà, deux actionnaires à 50. Donc c'est la moitié. La société appartient à moitié à l'un et à moitié à l'autre. Si maintenant un actionnaire a 25%, ben, voilà, un quart de la société lui appartient. Un quart de la société lui appartient. On va dire ça comme ça. Et alors, si on est au-delà de 50%, on a des actionnaires majoritaires. Si on a un qui a 51%, ben, il a plus de mots à dire que quelqu'un qui a 49%. C'est normal parce qu'il a un pourcentage juste. Ouais, ça suffit. Hein. Un pourcentage en plus permet de voilà d'être un peu plus chef que voilà il est un peu plus chef. Juste avec un pourcentage juste en dessous. Donc les actionnaires ont leur mot à dire. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, il y a parfois des réunions entre actionnaires et ils font des réunions, ils regardent, bon, quand c'est la société, ils ont une vie, voilà, ils ont une vue sur la société, parce que s'ils sont intéressés, s'ils ont des parts d'action dans une société, c'est pas pour perdre leur argent, ouais, c'est pour gagner de l'argent, en fin d'année avec des dividendes. Donc, si c'est pour gagner de l'argent, avec ouais, ils vont avoir un œil sur la société, voilà. Le tout, c'est que la société fasse le plus de bénéfices possible pour avoir des dividendes les plus grands possibles. Le but, c'est de gagner de l'argent ici, c'est pas de perte. Hein. S'il y a des acteurs qui mettent leur argent pour, voilà, on va dire, pour investir dans des projets, ben, c'est des projets à but lucratif, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas pour en perdre. Donc, je veux dire, placer de l'argent, c'est comme un compte bancaire. Vous mettez votre argent dans un compte bancaire, bah, pas maintenant, parce que ici, les taux sont proches de zéro, mais il fut un temps où les taux étaient élevés. Il y a même un moment donné où certaines personnes âgées ont connu des taux de 7% dans les banques. 7% dans les banques. Et maintenant, on est proche de zéro. Donc, il fut des années, dans les années 60, je ne sais pas quelles années, 60, 50, 60 ou 70, quelque chose comme ça. Voilà, c'est dans la zone là. Bon, je ne sais pas dire exactement quand. Mais il y avait des taux voilà, de compte bancaire qui étaient à 7%. 7%. Et 7%, je vous rappelle que c'est presque 10%. Presque 10%, ça veut dire un dixième, presque un dixième. Hein. Voilà, ceux qui mettaient, par exemple... alors, les maisons n'étaient pas chères aussi, mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas chères, c'est relatif, parce que c'est en fonction de l'inflation. Hein. Parce que, bon, quelqu'un qui gagne, voilà, fin du mois, il va gagner, voilà, euh, il gagne quelques sous, et une maison, c'est par exemple 1 million, et le gars, il gagne 100 francs par jour. Bon, je dis ça, il fut un moment, les gens touchaient 100 francs belges. Voilà, les maisons coûtaient 1 million, voire 800 000 francs belges. Maintenant, c'est plus la même chose du tout. Voilà, parce que le coût de la vie n'est plus le même, l'inflation n'est plus le même, tout a évolué. Tout a évolué. Voilà. Et maintenant, les maisons, les nouvelles maisons, c'est une nouvelle construction, ça va de 300 000 euros à, je veux dire, au-delà. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1 million d'euros. Enfin, 900, 1000 euros, 1 million de... bon, 900, 300 000 euros, ouais, 900 000 euros et 1 million d'euros, qui est 1000 milliers d'euros. 1000 milliers d'euros, ça fait 1 million d'euros. Voilà, les maisons, et au-delà. En fonction des moyens, les gens, tant qu'ils ont des moyens, ils peuvent construire ce qu'ils veulent. On va dire ça comme ça. Ils peuvent construire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ont les moyens, voilà, en possession, ils peuvent... Bon, c'est pour vous dire que le coût de la vie de maintenant n'est pas le coût de la vie d'époque. Voilà, il y a un moment donné, les gens ils touchaient des centimes, et puis ils ont touché des francs, et puis ils ont touché 5 francs, puis ils ont touché 10 francs, et puis ils ont touché 100 francs, puis ils ont touché 1000 francs, puis ils ont touché 5000 francs, puis ils ont touché 10 000 francs, puis ils ont touché 15 000 francs, puis voilà, j'ai connu des gens, et ils touchaient 30 000 francs belges, et puis 40 000 francs belges, 50 000 francs belges, et puis 60 000. Maintenant, un salaire minimum, ben, celui qui va travailler, normalement, logiquement, un salaire minimum, c'est 2500 euros.
Normalement. J'ai dit normalement, j'ai pas dit les gars. Voilà ce qui se passe en réalité, parce que avec chaque année, on a une augmentation, mais elle se fait pas. Voilà, bon, ça c'est. Voilà, il y a des choses qui ne se font pas pour éviter de. Voilà, je sais pas pourquoi ils se font pas, parce que normalement, c'est pour pas déséquilibrer voilà, certaines choses. Ils le font pour pas déséquilibrer certaines choses. Parce que trop payer trop cher, ça revient d'être trop cher aux entreprises. Bon, à ce moment-là, les entreprises perdraient leur culotte et délocaliseraient vers d'autres sociétés, vers d'autres contrées, vers d'autres environnements, vers d'autres domaines, voilà, des pays étrangers où la main-d'œuvre est moins chère. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, ici, placer son argent dans une banque, ouais, ça rapporte des intérêts. Ça rapporte des intérêts. Donc c'est comme un revenu qui rentre, voilà, dans les poches des gens. Donc les gens, ils déposent leur argent à la banque parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour déposer leur argent, mais ça rapporte des revenus par les intérêts. Bah, maintenant, on est proche de 0%, donc ça rapporte pour rien, mais il y a des bons d'État qui rapportent de l'argent, mais bien sûr, il y a voilà, des bons d'État, mais parfois il faut payer voilà, il faut payer voilà, des impôts, etc., etc. Il y a des frais en plus à payer. On ne reçoit pas que les intérêts comme ça, dans certains bons. Voilà. Et c'est une manière de gagner aussi de l'argent. Ça permet de faire des investissements pour certains États et tout le monde est gagnant. L'État a voilà, des crédits et les gens vont recevoir voilà, un intérêt. Donc tous ceux qui vont faire du placement sur des bons des bons d'État, bon, ils vont gagner un petit peu d'argent. Ou beaucoup d'argent, ça dépend voilà, le pourcentage de placement. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bah, être actionnaire, c'est aussi faire un placement d'argent. Vous placez l'argent ou bah, dans une société qui va rapporter, pour autant qu'elle rapporte. Si elle rapporte, vous avez des dividendes et vous gagnez de l'argent. Donc l'argent va faire travailler de l'argent. L'argent va faire travailler l'argent. Donc, ici, ben voilà, les frais d'impression des actions, ben, il faut les payer, il y a une TVA dessus, et voilà, faut payer directement, et la constitution se fera avec des frais de, ici, 80 000 euros. Frais de constitution, 80 000 euros. 80 000 euros, voilà. C'est des frais de constitution ici, hein, parce que c'est un point de départ. Hein. J'ai dit que la société se constituait. Donc, ici, dans mon cas ici, c'est pas une augmentation de capital. Hein. C'est pas une augmentation de capital, puisque la société qui est là, elle vient de se créer. Elle vient de se créer. J'ai pas pris voilà, un nouvel essor de la société avec voilà, des actions qui vont changer de valeur et qu'il faut faire de nouvelles impressions d'actions avec un changement de valeur. Voilà, j'ai pas fait tout ça. Parce que ici, c'est vraiment une frais de constitution. On constitue la société. Et vous voyez que la société, bon, c'est comme si vous payez une maison de départ, ben, il faut la payer, la maison. Pour s'installer quelque part, il faut la payer. Pour s'établir quelque part dans une habitation, euh, mis à part si vous payez le loyer, ben, si vous achetez une maison, il faut payer la maison. Alors, des maisons, comme je vous dis, il y a tous les prix. Hein. 300 000 euros, 400 000, 500, 600, 700, 800 000. Voilà. Alors, une maison, c'est fait pour s'installer. On va s'installer, on essaie d'avoir un karma correct. Là où on va s'installer, là où il n'y a pas trop de bruit, pour certains ils n'aiment pas de bruit, donc ils ne vont pas s'installer où il y a du bruit. Pour certains ils n'aiment pas s'installer en pleine campagne, ils ne vont pas s'installer en pleine campagne. Certains désirent plutôt s'installer là où c'est tranquille. Il y a un ruisseau, un cours d'eau, des animaux, une forêt, etc. Bah, chacun voit son point de vue pour habiter là où son karma pourra être heureux. Voilà, il pourra positiver dans un endroit où c'est intéressant avec des bons voisins. Voilà, s'il veut habiter tout seul dans une habitation qui est isolée, ben, il va le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il voit le karma le meilleur qui peut voilà, lui faire, je veux dire, positiver la vie. Voilà, positiver la vie. Ouais, généralement, on essaie d'habiter de quelque part qui est. Parfois, il y en a qui n'ont pas le choix, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ouais, généralement, on essaie de construire quelque part où, je veux dire, on peut vivre heureux. Une forêt avec des animaux, voilà, un sentier balisé. Voilà, ben, tout le monde n'a pas cette chance-là, bien sûr, mais généralement, les gens ils cherchent à avoir un endroit où ils sont contents de vivre. Les gens sont contents, voilà. Les gens voilà. Par contre, il y en a qui n'aiment pas de côtoyer des gens. Chacun fait ce qu'il veut. Ben voilà, il y en a qui vont s'isoler.
Et il y en a, ils vont essayer de se mettre parmi des... Voilà, chacun voit la vie, tout le monde va... tout le monde ne va pas midi à, à- à sa porte, on va dire comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun désire être comme il veut dans un environnement qu'il a envie, voilà, de s'y situer. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas habiter près d'un aéroport, il y en a qui vont habiter près d'un aéroport. Certains vont habiter près des chemins de fer, d'autres ils n'aiment pas les chemins de fer à côté de chez eux. Voilà, il y a toutes sortes de... Alors, il y en a qui habitent près d'une usine, il y en a qui n'aiment pas d'habiter près d'une usine, etc., etc. Voilà, il y en a qui habitent près de... Voilà, d'un cours d'eau, par exemple un canal, mais il y en a qui n'aiment pas, parce qu'il fait froid, quand il fait l'hiver, il fait froid, ça ressort du froid. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. En été, c'est bien, parce qu'il y a les vélos qui passent le long du canal, bon, c'est plaisant et tout, mais quand ça revient l'hiver, il fait froid à crever. Bon, je veux dire, il faut chauffer plus les habitations, et tralali, tralala. Donc, des zones plus froides que d'autres, hein, parce que c'est quand il commence à faire froid près d'un cours d'eau, vous prenez mon cas, bon, on va faire une balade, et puis quand c'est l'hiver, on gèle plus vite que dans d'autres endroits. Voilà, et donc, s'installer, ben, on essaie de s'installer là où on désire être heureux. Eh bien, vous voyez que c'est un coût. C'est un coût de s'installer quelque part. Vous allez vous installer avec une habitation quelque part, vous allez acheter une villa, ben c'est un coût. Il y en a, ils mettent tout ce qu'ils gagnent durant le cours de leur vie, ils le mettent dans une villa, hein, je vous le dis tout de suite. Et ils font que ça. Bon, tout l'argent de leur vie, s'ils ont travaillé pendant 40 ans, 50 ans, peu importe combien d'années qu'ils ont travaillé, ben, tout passe par leur villa. Et je veux dire, c'est un coût énorme. Hein. Leur villa, c'est toute une vie. Hein. Leur villa, c'est toute une vie. C'est des prix de 400, 500, 600 000 euros. Les gens, ils vont travailler, ils payent les frais, bien sûr, parce qu'il faut payer les frais, mais ils payent leur habitation. C'est des prix de fou, les villas. Alors maintenant, chacun a ses revenus aussi qui rentrent. Hein. Quelqu'un qui a de gros revenus, il peut se permettre beaucoup de choses, plus de choses que quelqu'un qui a des petits revenus. On va dire ça comme ça. Mais disons que certains, c'est un projet de vie, une villa. Hein. C'est un projet de vie, c'est toute leur vie. Ils vont travailler toute leur vie pour se payer la villa. Voilà, toute leur vie. Hein. Voilà, ils font des prêts sur 30 ans, 40 ans. Toute leur vie, ils donnent de l'argent, je veux dire, pour payer leur villa. Ouais, ils sont bien là-dedans, parce que le but, c'est d'être bien dans leur villa. Mais ils l'auront payé toute leur vie. Ils ont payé toute leur vie pour être bien. On va dire ça comme ça. Ils auront payé toute leur vie pour être bien. Mais ils veulent se situer dans un endroit bien, qui coûte cher, une zone résidentielle, près d'un bois, voilà, avec une route à proximité, je veux dire avec des animaux pas très loin, avec une balade, voilà, une balade pas loin, voilà, une balade pédestre qui est pas située pas loin. On peut faire du sport, pas loin de chez soi. Vous voyez, il y a un parc de sport, on peut faire du sport, et tralala, tralala. Bon, le gars, il va habiter tout près, il est content. Hein. Mais ça coûte cher de faire voilà, de se positionner là, à cet endroit-là. Mais il va mettre tous les sacrifices possibles et imaginables pour être bien, être dans cet endroit-là. Et bon, je veux dire, ça, c'est un sacrifice de vie. Il passe sa vie à travailler pour, je veux dire, voilà, pour habiter là. Eh bien, une société, c'est le même. Quand vous voyez 80 400, est-ce que c'est beaucoup? Ben non, c'est pas beaucoup, comparé à ceux qui achètent des habitations toute une vie où ils vont vivre dedans. Alors maintenant, je vous rappelle qu'après la maison, elle va vieillir. Hein. Toute maison vieillit, il faudra faire des entretiens, il faudra repayer des... Voilà, la toiture, elle va vieillir. Voilà, il y aura de l'humidité à droite à gauche parce qu'il est dans une zone boisée. Et puis là, il est reparti sur des frais parce qu'une maison, c'est pas éternel. Il faut l'entretenir, une maison. Voilà, ça a des coûts. Voilà. Et une entreprise, ben, c'est pareil. Voilà. C'est pas éternel non plus. Je veux dire, une entreprise, il faut ramener du capital. Il faut ramener à un moment donné. Attention qu'elle peut tomber faillite. Mais une maison, c'est le même. Si vous n'arrivez plus à payer la maison, ben, vous êtes dehors de la maison. Parce que la maison, elle appartient à la banque tant que vous n'avez pas payé le dernier franc. Donc, tant que vous n'avez pas payé le dernier franc, donc si vous faites un prêt sur 30 ans, elle n'est pas vue. Vous payez un loyer. Vous considérez que vous payez un loyer jusqu'au moment où vous avez terminé votre prêt. À ce moment-là, elle est à vous. Et en cours. En cours. Parce que s'il suffit que vous fassiez des choses qu'il ne faut pas, je veux dire, bon, on peut venir vous saisir la maison si vous ne payez pas de certaines choses, des frais de justice, etc. Et que la maison peut être mise, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça il y a un huissier de justice qui peut intervenir, voilà, et vous saisir la maison pour une raison ou une autre. On peut dire ça comme ça. Donc, la maison, en fait, elle vous appartient, je veux dire, pas tout à fait réellement. Parce que, je veux dire,
le jour où on meurt, ben, je veux dire, la maison n'est plus de votre ressort. Elle est de ressort voilà, pour d'autres personnes. Elle ne vous appartient plus puisque vous êtes décédé, donc la maison ne vous appartient plus. Donc, ce qui vous appartiendra, c'est la terre au cimetière. Voilà, mais encore, là, on reste certains pays. Bon, il y a un paiement à faire chaque année. Et donc, rien n'est à vous. Rien n'est à vous. Rien n'est à vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a passation de, voilà, des richesses ou de patrimoine vers d'autres personnes. Il y a un transfert vers d'autres personnes, ce qu'on appelle les héritages ou peu importe, des dons qui vont se faire, etc. etc. Voilà, qui vont avoir lieu. Donc, ici, 80 400, ici, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Par rapport à ceux qui achètent des maisons à 380 400 000, bon, qui en font, voilà, un projet de vie, ben, une société peut être un projet de vie. Hein. Tant que c'est viable, je veux dire, sur 40, 50, 60 ans, ben, sur 40 ans après, bon, on peut en faire un héritage aux enfants qui reprendront, je veux dire, la société, pour autant qu'ils sont, voilà. Alors, parfois, il y a des sociétés qui évoluent, qui grandissent et qui, voilà, sur base d'un siècle, voire 2 siècles, voire 3 siècles. Mais il y a parfois, le 3e siècle, il y a une personne qui va tout casser. Hein. Je peux vous le dire. Il y a des personnes, le 3e siècle, ou, ou 50 ans après, il y en a qui ouvrent des commerces. Là, ça dure pendant 80 ans, et puis il suffit d'un membre de la famille qui gère mal l'affaire, ou qui décide de tout vendre et prendre tout l'argent. Bon, ça arrive comme ça. Il y a des gens qui cassent le tout, ils prennent tout le patrimoine de la société dans leur poche, et ils ne regardent pas après leurs ancêtres. Voilà, ils ne regardent pas après leurs ancêtres. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, je fais ce que je veux, j'ai envie de bien vivre ma vie, je vais en profiter de ma seule vie que j'ai. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je te revends, alors que ça appartient à du patrimoine familial qui a été construit pendant, on va dire, peut-être 80 ans, et ils viennent tout casser. Ils viennent tout casser. Ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas ça. Mais bon, je veux dire, si les gens qui sont décédés, ils n'ont plus rien, leur mot à dire, mais s'ils étaient vivants, de leur vivant, ils diraient, bon, ils accepteraient pas cette situation, parce que les gens qui ont construit un patrimoine, mais ils veulent voir fructifier ce patrimoine, voilà, de famille en famille. Voilà, c'est une richesse qui délègue de famille en famille. Mais il y en a, dans la famille, ils viennent tout casser. Ben, ça arrive, hein. Ça arrive, ils viennent tout casser. Ben, voilà, il y a des profiteurs aussi, dans tous les cas, dans toutes les... Voilà, dans les entreprises, il y a des profiteurs. Voilà, dans la société civile, il y a des profiteurs. Mais dans les familles, il y a des profiteurs. Tout le monde n'est pas, je veux dire, logé à la même enseigne. Tout le monde n'est pas, je veux dire, chacun est différent. Mais voilà, si on tombe sur quelqu'un qui est profiteur de la famille, ben ça risque, je veux dire, voilà, de faire des déboires et des dégâts parmi, je veux dire, les membres de la famille, autres que, voilà, certains ont une vision et il y en a un qui vient casser toute la vision de la familiale. C'est le profiteur. Voilà. Je vous remercie.